RCF. Nous sommes de plus en plus nombreux à envisager de nous faire accompagner dans notre développement personnel ou professionnel. Faire appel à un coach, pourquoi pas? Mais lequel choisir parmi l'offre édifiante, disparate et plus ou moins rassurante du marché du coaching? Et finalement, pourquoi ne pas nous tourner plutôt vers des coachs présentant plus de 2000 ans d'expérience? Aristote, Épicure, Épictète ou Marc Aurèle? Les idées de ces philosophes, dont on a entendu parler lors de lointains cours de philosophie ou grâce à des lectures, sont loin d'être poussiéreuses ou indigestes. Comment les philosophes antiques peuvent-ils nous rejoindre aujourd'hui dans nos réalités contemporaines? S'ils ont vécu et écrit il y a plus de 2000 ans, leur enseignement est-il toujours d'actualité? Quelles pistes de réflexion et d'action pouvons-nous tirer de leurs écrits? Nicolas Lysimachio, dans votre ouvrage « Ils avaient tout compris, le développement personnel selon les penseurs antiques » paru en 2021 aux éditions Hachette, vous nous aidez à redécouvrir la modernité des écrits de certains penseurs de l'Antiquité, dont les enseignements, la façon pragmatique de voir les choses de la vie, sont parfaitement transposables à notre quotidien, voire même peuvent être salutaires. Vous êtes avocat d'affaires, auteur et podcasteur, vous êtes passionné par l'Antiquité gréco-romaine et vous êtes aujourd'hui avec nous dans Voyage intérieur. Voyage intérieur, Anne-Laure Drouhard-Chanel. Nicolas Lysimachio, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat d'affaires. A priori, rien à voir avec la philosophie. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur les penseurs antiques? C'est un accident. Un accident? Oui, c'est un accident. Je suis pas du tout érudit, je n'ai pas fait d'études de lettres. Je crois que j'ai eu 6 en philo au bac, pour vous dire. Mais j'ai toujours nourri un certain intérêt pour l'histoire, notamment pour les faits d'armes. Et donc, je me suis intéressé à l'Antiquité au travers d'Alexandre le Grand, au travers de la Rome antique. Et lorsqu'on s'intéresse à l'histoire et ces époques-là, c'est très compliqué de ne pas croiser, à un moment ou à un autre, des penseurs. Quand vous vous intéressez à Alexandre le Grand, vous tombez nez à nez avec Aristote. Quand vous vous intéressez à la Rome antique, vous tombez nez à nez avec Sénèque, avec Cicéron, avec Marc Aurèle. Et donc, c'est un peu par accident que je suis tombé sur eux. Personne ne me l'a recommandé, personne ne m'a invité à le faire. Et puis, j'ai commencé par la lecture d'un très bref ouvrage de Plutarque. Et ça a été une énorme gifle, un coup de poing dans la figure, puisque dans un écrit extrêmement bref, qui s'appelle « Comment tirer profit de ses ennemis », il est assez mal intitulé, puisqu'on aurait l'impression que c'est un peu machiavélique, mais c'est pas le cas. Il explique comment on peut réfléchir à la manière de gérer ses rapports sociaux, ses rapports avec les autres. Et à chaque page, je réalisais mon inintelligence. Et la démonstration était claire, elle était moderne, elle était pragmatique, elle n'était pas touffue, elle n'était pas illisible. Et ça m'a percuté. Et du coup, à partir de là, j'ai tiré la pelote. Et j'ai lu d'autres livres de Plutarque, d'autres essais. Puis je me suis intéressé à d'autres penseurs. Et c'est comme ça que j'ai mis le nez dans la philosophie antique. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre qui s'intitule « Ils avaient tout compris, le développement personnel selon les penseurs antiques ». Quel était l'objectif de votre ouvrage? Alors ça s'est fait sans s'apesantir trop sur ma vie, mais ça s'est fait en 2 temps. J'ai commencé par un projet sur la langue française. Justement, en m'intéressant à l'histoire antique, à la mythologie, etc., je me suis aperçu qu'il y avait énormément de mots et d'expressions qu'on utilisait au quotidien qui trouvaient leur origine dans l'Antiquité. Et j'ai recherché si quelqu'un avait fait le travail de rassembler dans un recueil tous ces mots et ces expressions pour les expliquer, les replacer dans leur contexte. Ça n'existait pas. En tout cas, je ne l'avais pas trouvé. Et je me suis amusé à le faire moi-même, sans jamais avoir l'ambition un jour d'être publié. Et au bout de quelques années de travail, parce que ça demande un peu de temps, surtout quand vous êtes avocat d'affaires et que vous avez plusieurs enfants par ailleurs, c'est compliqué de trouver le temps. Et quand j'ai terminé mon ouvrage, je me suis hasardé à l'envoyer à des éditeurs et j'ai été publié chez Larousse. C'est un petit dictionnaire des mots et expressions hérités de l'Antiquité. Et en fait, pourquoi je parle de cette première étape? Parce que très souvent dans la vie, on n'ose pas faire certaines choses parce qu'on les croit impossibles. Et parfois, il suffit d'un petit déclic. Et quand j'ai été publié la première fois, je me suis dit, si j'y suis arrivé une première fois, je peux peut-être y arriver une seconde fois. Et donc ce projet, je l'avais déjà en tête. L'idée ensuite m'est venue, vraiment le détonateur, c'est une phrase de Platon qui dit aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or. Et donc au départ, pareil que pour le premier projet, j'avais pas vraiment l'ambition d'être publié. Je me suis dit, je vais laisser à mes enfants un petit recueil de toutes les phrases, les citations, les idées, les passages qui m'ont marqué, qui m'ont plu dans mes lectures, pour que si un jour ils s'y intéressent,
ils puissent se reporter sur ce recueil et avoir un espèce de résumé, un condensé de cette philosophie et finalement de ma philosophie. Et puis, pareil, une fois que j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit, t'es pas très courageux, peut-être que tu peux faire profiter tout le monde de ce travail-là. Et je me suis rapproché d'éditeurs qui ont trouvé l'idée séduisante, et c'est comme ça que le livre est né et a été publié grâce à Hachette. C'est sans doute ce qui permet que ce livre soit très accessible, parce que vous disiez au départ que vous l'aviez pensé pour vos enfants. Il est à la fois très accessible à des jeunes adultes, on dit jeunes enfants ou jeunes adultes, mais vraiment très large en fait. Il n'y a pas besoin, comme vous disiez au début, d'être érudit pour entrer dans cette découverte des penseurs antiques. Comment est-ce que la philosophie, comment est-ce que ces penseurs antiques nous rejoignent aujourd'hui ? De plein de manières différentes. Déjà, c'est ce que je dis dans le livre. Soit c'est inquiétant, soit c'est rassurant. Je ne sais pas trop encore lequel choisir, mais on se rend compte que leurs questionnements de l'époque sont les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Ils avaient les mêmes problématiques ? Ils avaient exactement les mêmes problématiques. Il y a un passage dans le livre que vous avez peut-être relevé où je fais cet exercice de prendre une phrase de Sénèque et je remplace quelques mots avec des mots modernes. Et en fait, la phrase, vous pourriez la lire dans n'importe quel ouvrage moderne ou dans la presse. Et voilà, il n'y a absolument aucune indication que c'est tiré d'un écrit antique. Donc leurs problématiques étaient les mêmes. C'est vrai qu'il y avait un exercice de réflexion qui était très profond à leur époque. Et finalement, au même titre aujourd'hui qu'on peut trouver l'inspiration auprès de penseurs contemporains, on peut trouver de l'inspiration auprès d'eux. Alors dans votre ouvrage, vous soulignez dès le début que l'homme réussit sa vie s'il recherche un sens à celle-ci. Qu'en raison de la souffrance, du mal, de la mort, l'homme a besoin d'une motivation. Et vous dites sinon, il est voué à se noyer dans le désespoir. Bon, c'est pas très joyeux, mais et vous dites que cette motivation, ce sens, il la trouve dans l'action. Et cette question de l'action, elle sous-tend tout votre ouvrage. Qu'est-ce que les philosophes antiques nous enseignent à propos de l'action ? Énormément de choses. Si je dois être synthétique, c'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé, si vous voulez, un écrit qui identifie l'action pour elle-même. C'est plutôt quelque chose que j'ai pioché à droite et à gauche auprès de tel ou tel auteur, de tel ou tel penseur, de tel ou tel écrit. Finalement, j'ai retrouvé ce point commun que quand on réfléchit au temps, la manière dont on le gère, quand on réfléchit à l'adversité, la manière dont on y fait face, comment on gère la souffrance, le point commun, parmi les penseurs qui m'ont marqué, que j'ai relevés, il y a effectivement cette idée d'agir, de ne pas être passif, d'une manière ou d'une autre. Alors après, pour être tout à fait clair auprès de nos auditeurs, c'est un point qui est important parce qu'on m'a déjà posé la question. Ce livre n'expose pas un courant philosophique. C'est pas un livre sur le stoïcisme. C'est pas un livre sur la pensée socratique. C'est mon expérience personnelle, donc j'ai pioché à droite à gauche, il n'y a pas de dogme. Et donc, c'est en ça que cette structure de la pensée qui consiste à piocher à droite à gauche, finalement, ces idées, ces réflexions qui se retrouvent autour de l'action, c'est une synthèse. C'est ma synthèse. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Et pour être tout à fait complet et honnête, cette idée de l'action, je l'ai fait ressortir aussi grâce à un penseur qui n'est pas du tout un penseur antique, qui est Viktor Frankl, qui est un auteur et puis un psychanalyste du XXe siècle, qui a développé une alternative à la psychologie adlérienne et freudienne, et qui est donc le fait de pouvoir soigner certaines névroses par la recherche de sens, la logothérapie. Et lui, qui a vécu les camps de concentration, qui a survécu aux camps de concentration, il a construit toute sa doctrine, toute sa pensée autour de cette idée de l'action et de ce fameux triptyque qui est que finalement on ne donne pas un sens à sa vie, le sens découle de la recherche de sens et cette recherche de sens découle elle-même de 3 choses. On donne au monde par ses contributions, par l'amour, par le travail, par la contribution artistique. On prend au monde par nos expériences, un coucher de soleil, une soirée entre amis ou autre. Et puis ensuite, on fait face. On fait face à ce que le monde vous offre, on fait face à la souffrance, on fait face à l'adversité. Il y a donc dans tout ça, cette idée qu'on est actif, qu'on est proactif. Donc on donne, on prend et on fait face.
Pour aider à comprendre Épictète, père du stoïcisme, certains professeurs de philosophie recommandent d'écouter cette chanson. Et le musicien fait un tri radical entre ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Et un des enseignements de la philosophie antique, c'est justement celui du lâcher-prise, qui est un thème très à la mode aujourd'hui. Comment, Nicolas Lysimachio, les penseurs antiques nous aident-ils à vivre ce lâcher-prise ? Alors, vous citez Épictète, qui est effectivement, s'il y a un penseur qu'il faut lire quand on s'intéresse à cette question, c'est lui. Enfin, en tout cas, ce qui reste de ses écrits, puisque bien évidemment, c'est tout le problème avec l'Antiquité, c'est que les manuscrits se font rares. Mais effectivement, c'est lui le père de cette fameuse dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, qui est relativement simple et qui vous conduit vous faites la liste de tous les sujets qui vous occupent ou qui vous préoccupent et vous faites un travail objectif pour déterminer si vous avez véritablement une influence sur ces sujets. Et donc, c'est ce que j'explique dans le livre, on peut se lever le matin et se morfondre par rapport à un état de santé, par rapport à une situation professionnelle qui peut notamment être impactée par des relations avec un employeur qui est pas très sympa, par rapport à une conjoncture qui peut être difficile. Et puis il y a des aspects sur lesquels on a véritablement un contrôle, qui sont notre jugement au premier chef, effectivement nos actions, notre comportement. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme le réflexe de respiration quand vous faites de la méditation. Petit à petit, le fait de s'exercer à appliquer cette dichotomie au quotidien vous aide finalement à prendre du recul et à ne pas vous épuiser, à ne pas vous éreinter face à des challenges, à des difficultés auxquelles on est tous confrontés, qui surviennent tous les jours, mais qui puisent énormément d'énergie et de force de vie, si vous voulez. Et donc ça nous permet de nous réorienter et de mieux faire face. Qu'est-ce qui a tendance à nous affliger alors que ça ne dépend pas de nous ? Aujourd'hui, l'exemple, je trouve, le plus flagrant avec l'évolution des réseaux sociaux, avec l'évolution des médias, avec l'évolution de la manière dont nous communiquons entre nous, c'est bien évidemment le regard des autres. Si c'est pas, enfin voilà, j'enfonce une porte ouverte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de comportements sociaux qui sont influencés par rapport à ce qu'on croit être important. On regarde son profil sur Instagram, on va réfléchir à la réaction que les autres vont pouvoir avoir. On va essayer de construire une autre vie, c'est celle qu'on présente au regard des autres exclusivement. Et du coup, petit à petit, on s'éloigne un peu de la réalité de notre existence, de la réalité de ce qui compte. Et pour moi, c'est un danger qui est très très important aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes générations qui sont bien évidemment extrêmement exposées à ça. Et ça a aussi un impact sur un autre sujet qui m'a beaucoup intéressé dans mon livre, qui est celui de l'amitié au sens large. Et qu'on pourrait, d'ailleurs on parle d'amitié, mais ça peut être les rapports sociaux, les rapports humains d'une manière générale, où finalement on va aujourd'hui se concentrer sur des choses sur lesquelles on n'a pas véritablement d'influence, de pouvoir. Et là encore, on va perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est très souvent destructeur. Mais comment la philosophie peut-elle nous aider à nous libérer du regard des autres, notamment lorsque ce regard nous paraît peut-être erroné ou lorsqu'il a des conséquences sur nous ? C'est une prise de recul, c'est une prise de conscience, c'est un peu aussi une discipline. Peut-être qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière et expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familiers avec la notion même de philosophie. C'est que très souvent, si on parle de philosophie, on a une image en tête du philosophe rabougri avec sa longue barbe, qui vit un peu en marge de la société et qui réfléchit à des concepts qui finalement intéressent peu de gens, qui paraissent un petit peu théoriques, qui ne sont pas véritablement ancrés dans la vie réelle. La philosophie, c'est pas ça. La philosophie, à l'origine, et encore aujourd'hui, telle qu'elle devrait être pratiquée, c'est la médecine de l'âme. C'est pas moi qui l'ai inventé, bien évidemment, mais c'est Cicéron, mais c'est la médecine de l'âme. C'est-à-dire, c'est une pratique qui consiste à lire et à réfléchir pour se faire du bien à soi-même et surtout pour, dans la mesure du possible, faire en sorte d'avoir une vie bonne. Et donc, pour répondre à votre question, la philosophie, c'est un exercice quotidien. Philosophie, c'est pas forcément se mettre à côté de sa cheminée dans un gros fauteuil et lire. La philosophie, c'est faire un peu ce qu'on vient de faire à l'instant avec votre précédente question. Vous êtes coincé dans les embouteillages, vous avez lu Épictète, vous avez le réflexe de la dichotomie, et là, vous vous arrêtez une seconde et vous vous dites « je m'énerve, je klaxonne »
ou j'allume la radio, j'écoute RCF, ou j'écoute un podcast, ou je fais autre chose. Voilà, c'est philosopher, c'est ça. Et c'est en ça d'ailleurs que tout le monde est potentiellement philosophe. Alors, quel lien faites-vous entre la philosophie et la psychologie, par exemple? Parce que quand vous expliquez la manière de réagir dans un embouteillage, ça pourrait faire penser à la fameuse flexibilité psychologique qui est prônée par ceux qui travaillent en psychologie positive notamment. Et puis aussi, quel lien vous faites entre philosophie et religion? Puisque vous parlez de médecine de l'âme, et vous dites c'est faire grandir son âme. Quel lien vous faites avec la psychologie et la religion? En fait, on peut en faire une multitude de liens. Pour moi, c'est des matières qui sont totalement fongibles. Quand je dis matière, c'est pas péjoratif, et notamment pour la religion et pour les personnes croyantes, mais tout ça est entremêlé. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon propos en expliquant que c'est l'histoire qui m'a conduit à la philosophie, et la philosophie m'a conduit aussi à la psychologie. Par accident, je m'intéresse depuis des années à la psychologie, et on ne peut pas s'intéresser à la philosophie sans tomber dans la psychologie. Et réciproquement, je pense. Donc tout ça est totalement lié, et pour la religion, c'est pareil. Et d'ailleurs, je vous apprends rien quand on explique aujourd'hui que le développement de certaines névroses, le fait qu'il y ait une perte de sens, qui a d'ailleurs été soulignée par Viktor Frankl avant même la Deuxième Guerre mondiale, on l'associe malheureusement à la perte de l'aura, de l'influence de la religion dans les sociétés occidentales. Très souvent, on remarque que les croyants, les pratiquants, ont beaucoup moins de difficultés d'ordre psychologique, ont beaucoup moins de névroses que les non-croyants. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont raison et qu'il y en a d'autres qui ont tort. Moi, je suis totalement impartial sur ce sujet-là. C'est simplement que du coup, on est obligé d'une manière ou d'une autre d'aborder ces questions. On ne peut pas traverser la vie sans s'interroger sur ces sujets-là et sans décider finalement de comment on veut les appréhender et comment on veut les intégrer dans notre vie. Donc, les croyants le font le plus souvent au travers de la religion, ce qui les aide énormément, bien évidemment. Et les non-croyants, ils ne peuvent pas rester les bras ballants. Et en ça, la philosophie peut les aider énormément. Vous dites dans votre livre que pour vous, une définition de la philosophie, c'est réfléchir pour agir. Donc c'est vraiment ça, c'est... Alors, je vais être un petit peu paternaliste. Réfléchir pour agir, c'est ma devise. c'est ma devise que j'ai élaborée, qui m'est venue un matin comme ça, au fil de mes lectures, de mes enseignements, de ma propre expérience, de ma propre vie, de mon propre vécu. Mais effectivement, vous avez raison. Très souvent, aujourd'hui, on veut simplifier les choses et on veut tout mettre dans des cases. C'est pour ça que quand on me posait la question sur mon livre, on me disait « Vous êtes stoïcien ». Parce que c'était bien de me mettre dans une case. C'est plus facile de me comprendre si on me met dans une case. Et de la même manière, on va opposer les gens qui réfléchissent aux gens qui agissent. On va opposer l'action, les gens dynamiques, aux gens qui sont plus posés, qui vont plus être introvertis, qui vont faire plus d'introspection. Et je suis contre cette approche un petit peu catégorielle. Et je trouve que la meilleure façon de fusionner ces deux aspects qui sont aussi essentiels dans une existence, c'est de réfléchir, mais pas pour rien, mais pour agir. Et pas agir sans avoir réfléchi. Réfléchir pour agir. Vous êtes dans Voyage intérieur et nous redécouvrons, grâce à Nicolas Lysimachio, la puissance et l'actualité des écrits des penseurs antiques. Dans votre ouvrage, qui en plus d'être accessible est très esthétique, vous encouragez vos lecteurs à philosopher. Vous citez Plutarque, qui écrit « En même temps que nous étudions, exerçons-nous à trouver par nous-mêmes, ainsi notre état d'esprit ne sera ni sophistique ni historique, mais vraiment issu de ce que nous sommes, philosophique ». Comment cultiver notre propre philosophie? Cultiver notre âme, comme vous disiez avant la pause. Alors, c'est cultiver sa propre philosophie, c'est reconcentrer, redéployer une partie de notre énergie et de notre temps que nous consacrons aujourd'hui de plus en plus à notre apparence, à certaines choses un peu futiles, et reconcentrer tout ça sur ce qu'on a à l'intérieur. Je parle dans mon livre, c'est d'égo-portrait. Alors, qu'est-ce que l'égo-portrait? Et très souvent, quand je sors ce mot, on me dit « Tiens, c'est bizarre, c'est moche ce mot, c'est quoi égo-portrait ?» En fait, c'est la traduction littérale de selfie. Et
si on réfléchit quelques instants au temps qu'on a passé et le nombre de selfies qu'on a tous pu prendre au cours des derniers mois ou des dernières années, on se rend compte effectivement du temps et de l'énergie qu'on consacre effectivement à notre image, à notre apparence, à soigner le regard des autres, qu'on a déjà évoqué ensemble, etc. Et sans faire de généralité, encore une fois, j'ai le sentiment que du coup on passe beaucoup moins de temps à essayer de juste regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors c'est quoi regarder ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous déplaît? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quels sont nos rêves? Quels sont nos projets? Quels sont nos échecs? Quelles sont nos fautes? Quelles sont nos défaillances, nos manquements? C'est l'exercice de lire certains écrits pour enclencher des réflexions. C'est l'exercice peut-être d'écrire aussi soi-même. Tenir un journal, c'est pas uniquement l'image un peu d'Épinal de la jeune fille qui écrit ses chagrins d'amour entre 13 et 14 ans. Non, un journal, on peut tous l'écrire et on peut y mettre ce qu'on veut. Le fait d'écrire nous conduit à ne pas réfléchir du tout de la même manière que quand on réfléchit dans le métro ou quand on réfléchit au cours d'une conversation. L'idée, pour répondre à votre question, c'est d'avoir conscience qu'il faut être proactif dans une certaine démarche et de ne pas oublier, juste de s'arrêter, de se dire « Ok, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis vraiment ?» Alors, on parlait dans l'introduction de ce déploiement du coaching, notamment, et dans votre livre, donc, vous recommandez de devenir son propre coach. Est-ce que c'est facile à faire tout seul, ce travail? Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Et d'ailleurs, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde aurait l'initiative de le faire et le mettrait en pratique. C'est difficile pour plein de raisons. Pas parce que les gens n'en sont pas capables, mais parce que c'est un travail qui est très laborieux. Attention, hein, je ne renie pas du tout l'utilité et la vertu des coachs. C'est vrai que c'est comme dans tous les métiers, toutes les occupations. Il y en a des sérieux, il y en a des moins sérieux, il faut faire attention. Mais il ne faut pas oublier ce travail personnel, ce travail intérieur qui doit nous conduire à une relative autonomie. Si je prends un exemple qui va parler à tout le monde, on prend un coach pour sportif, parce qu'on a envie de se remettre en forme, on a envie de perdre quelques kilos, etc. Donc c'est sûr que quand il vient sonner en bas de la maison à 8 heures, vous êtes obligé d'aller courir. S'il vient pas sonner, plus compliqué d'y aller. Et c'est là où ça se joue. C'est qu'on doit pouvoir chacun se construire de telle manière qu'on n'a plus besoin que quelqu'un vienne sonner en bas de la maison à 8 heures pour aller courir. Vous parlez dans votre livre qu'on a un peu perdu le sens de l'effort et de la patience, voire même de la discipline. Vous utilisez souvent ce mot discipline. Comment réussir à s'offrir cette discipline, qui est peut-être difficile, justement? C'est très difficile. C'est un vaste sujet. D'ailleurs, j'ai dans un coin de ma tête le projet peut-être d'écrire là-dessus, de manière un peu provocatrice, volontairement provocatrice. J'aimerais qu'on mette au tiroir le terme de motivation. On parle énormément de motivation. Les Anglais parlent de motivational speaker. Les gens qui haranguent les foules, qui vont dire « Tiens, levez-vous et vous allez écouter votre petite vidéo sur YouTube pour vous motiver pour faire du sport, etc. » Mais la motivation, si on s'y intéresse véritablement, c'est un phénomène psychologique qui est très éphémère, qui est très difficile à contrôler. On décide pas facilement d'être motivé. Et d'ailleurs, très souvent, on ne décide même pas d'être motivé. On l'est ou on ne l'est pas, et c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui font qu'on est motivé. Alors que la discipline, c'est quelque chose que vous décidez, vous allez établir un plan. En général, il faut avoir quelqu'un à qui on rend compte, puisque si vous faites ça tout seul dans votre coin, c'est très très facile d'abandonner. Personne ne le saura, personne ne vous en tiendra rigueur. Mais si vous dites par exemple à votre conjoint ou à un ami, tiens, tel jour on se retrouve à telle heure, etc., vous vous rendez compte, ou alors vous lui redonnez vos travaux sur un projet de livre, de scénario, j'en sais rien, une œuvre d'art, une peinture, et il y a une répétition. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, alors il y en a qui vont même jusqu'à établir le chiffre magique. Par exemple, des bonnes habitudes se prennent en 27 jours, je crois, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le bon chiffre. Mais je suis convaincu de ça. Lorsqu'on met en place une routine, des répétitions, et que on a des gens à qui on peut rendre compte, on instaure ce qu'on appelle une discipline. Et de la discipline va venir des vrais résultats qui s'inscrivent dans la durée.
Quel regard la philosophie propose-t-elle sur la souffrance, sur l'angoisse ? Parce que les penseurs antiques nous poussent à nous libérer de nos angoisses, de peut-être des peurs prospectives qui parfois nous poussent à anticiper le pire. Alors, vaste question. J'y répondrai en 2 temps. Premier élément, et ça c'est un avis, c'est une opinion très personnelle. Encore une fois, je ne suis pas un érudit. Je ne sais pas moi qui peut analyser, expliquer les pensées de Marc Aurèle ou autre, mais il y a une acceptation dans la philosophie antique de la souffrance, de la mort, de l'adversité, qui, je trouve, aujourd'hui, est en retrait, énormément. Il suffit de regarder ce qu'on a vécu avec le Covid, par exemple, et on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a parfois de l'adversité, des difficultés dont on estime que finalement elles ne devraient même pas exister, elles ne devraient pas être là, c'est pas normal. Pourquoi on subit ça ? Et au lieu, finalement, d'avoir une démarche qui consiste à dire, c'est là, on revient à cette idée de dichotomie, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut rien y faire, et de faire face, et de l'embrasser, d'embrasser l'adversité. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est effectivement faire une distinction là aussi sur les peurs qui peuvent nous paralyser. Il y a la peur immédiate d'un événement que l'on subit à l'instant T, que l'on vit, et puis il y a ce que j'appelle moi les angoisses. C'est Sénèque qui disait « souffrir avant qu'il soit nécessaire, c'est souffrir plus que nécessaire ». Et si on y regarde bien, en fait, on angoisse plus qu'on ne souffre. Et c'est là où on a un travail d'analyse à faire, chacun, pour faire le tri. Merci beaucoup, Nicolas Lysimachio. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour comprendre ensemble comment les penseurs antiques nous aident à mieux vivre notre rapport au temps. Je rappelle que vous êtes donc avocat d'affaires, auteur du livre donc Ils avaient tout compris et du podcast Fortitude qui parle de force morale, d'adversité et d'entraves brisées à travers le témoignage de personnes remarquables. Merci beaucoup pour votre présence et merci à Pascal Gauthier pour la réalisation de cette émission.